je m'appelle Zara, je suis étudiante en master à l'École Polytechnique de Bruxelles et je suis conférence manager chez WomenTech. Alors, WomenTech, c'est une initiative étudiante qui vise à promouvoir la diversité de genre à l'École Polytechnique de Bruxelles. Et pour ce faire, on organise plusieurs événements. Donc, comme par exemple, on a un programme de mentoring. On organise aussi des événements pour les secondaires. On a des actions sur les réseaux sociaux et on fait aussi des conférences comme aujourd'hui. Alors, la conférence d'aujourd'hui, elle a pour but de mettre en lumière les différents outils pour déconstruire les stéréotypes de genre et promouvoir la diversité dans les filières STEAM. Alors, les filières STEAM, c'est les filières scientifiques, techniques, ingénieurs et mathématiques. Alors, parmi ces solutions, on peut notamment penser à l'importance des rôles modèles, le mentoring, les quotas et l'impact de la communication inclusive. Et du coup, à la fin de la conférence, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions à nos intervenantes. En parlant de nos intervenantes, malheureusement, le professeur Curis n'a pas pu être présent parmi nous suite à un empêchement de dernière minute. Mais on a quand même le plaisir d'avoir avec nous tout d'abord Sarah Aguirre, qui est chercheuse postdoctorale en genre et diversité et chef de projet à l'Université de Bruxelles. En tant que chercheuse, elle s'intéresse à la compréhension des inégalités, de l'exclusion et de la discrimination à travers le prisme des discours et des pratiques sociales et institutionnelles. Dans sa thèse de doctorat, elle a étudié la manière dont les normes de genre sont produites de manière discursive dans le domaine juridique et sur le lieu de travail. Et actuellement, elle travaille au sein du projet Caliper, qui est un projet européen visant à promouvoir l'égalité des genres dans les filières STEM. Ensuite, nous avons Cindy Claes, qui travaille depuis plus de 5 ans chez Capgemini, qui est une boîte de consultance en IT, comme senior fonctionnal SAP consultant dans le domaine de l'achat. Et depuis le début de sa carrière, elle s'est investie dans la diversité et l'inclusion au sein de son entreprise. Et depuis 2 ans, elle est directrice de la communauté Women at Capgemini, qui soutient les femmes et également les hommes au sein de son entreprise. Donc son objectif principal est de créer par le biais de ses actions une communauté au sein de son entourage professionnel. Et pour finir, nous avons Sarah Ouzio, qui est ingénieure en génie chimique de formation et elle a également un master en environnement et conservation d'énergie. Elle a débuté sa carrière en tant qu'ingénieure en procédés. Elle a ensuite travaillé dans le secteur de l'énergie où elle a pu développer une certaine expertise en matière d'égalité des sexes dans ce secteur, dirigeant récemment une étude spécifique pour la Commission européenne. Et elle est aujourd'hui responsable segment Europe et Balkans, ainsi que coordinatrice Business Development sur le périmètre Europe, Afrique et Asie centrale chez Engie Impact. Voilà, donc maintenant les présentations sont faites. On peut passer à la conférence. Donc, on peut voir qu'effectivement, les biais de genre sont présents à tous les niveaux, notamment au niveau de l'éducation. Cette ségrégation entre les filières voudrait se justifier par le fait que les femmes et les hommes ont des aptitudes différenciées pour les lettres et les sciences, mais on peut voir que jusqu'à l'âge de 12 ans, les enfants, indépendamment de leur genre, ont un intérêt égal pour les sciences. Du coup, Sarah Ouzio, vous qui êtes ingénieure, que pouvez-vous nous raconter sur votre parcours? Qu'est-ce qui vous a poussé ou bien empêché de faire des études d'ingénieur? Je vais commencer par dire que j'ai une chance folle d'avoir comme maman une des premières femmes à être sur les bancs d'une école d'ingénieurs. C'était une des premières femmes de sa promotion. Donc depuis mon enfance, j'ai des parents qui sont tous les deux ingénieurs de formation, même si finalement ils ne l'ont jamais exercé. Maman reste à la maison pour s'occuper des enfants, donc on était 4 filles, j'étais l'aînée. Et mon père est plutôt s'est dirigé dans l'enseignement, la formation de futurs ingénieurs aussi, mais dans l'idée de rester plus proche des enfants. Donc mon enfance, elle s'est passée avec des jouets qui étaient autant poupées que garage. Je me demande bien si je jouais pas plus avec le garage qu'avec les poupées. Et donc avec surtout venant d'un milieu où
mes grands-parents, mes parents se sont construits en fait grâce à l'école et aux résultats scolaires. On a vraiment eu une enfance où on poussait à avoir des bons résultats à l'école. Et fille ou pas, l'intérêt c'était vraiment d'avoir les meilleurs résultats, les études scientifiques étant toujours la panacée, donc diriger dès que c'était possible, nous diriger vers les études scientifiques pour avoir les meilleurs diplômes, le meilleur travail. Et c'est un peu comme ça que j'étais dirigée par mon éducation. Donc c'est vraiment vos parents qui vous ont poussé à aller vers cette voie. Il y a peut-être un moment, une remarque que mon grand-père a fait quand j'étais en 6e. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez rapprocher le micro? Ah oui, pardon. Je m'entends pas bien, pardon. Merci. Il y a eu quand même de ma part un tout petit peu aussi de rébellion par rapport au schéma que je voyais chez mes parents en disant ma mère qui restait à la maison pour s'occuper des enfants malgré son diplôme d'ingénieur. Mon père qui avait décidé d'enseigner mais qui n'exerçait pas ce métier d'ingénieur. Et mon grand-père un jour qui nous a dit quand j'étais en 6e et qui s'est rendu compte que c'était une femme qui nous enseignait la physique et qui a eu ce commentaire mais ça m'est resté gravé. Il a dit mais une femme ça peut pas enseigner la physique. Et ça m'a un peu mis un truc, tu vas voir toi, tu vas voir. Et c'est un peu comme ça que j'ai décidé aussi à venir. Moi je serais ingénieur, j'aurais peut-être le même diplôme que mes parents, mais au moins j'exercerais le métier et je serais pas comme ma mère à garder les enfants à la maison. Donc vous vouliez vraiment briser ce schéma. Tout à fait. Okay. Donc maintenant, et vous, Cindy Claes, est-ce que vous aviez des exemples de femmes en grandissant à qui vous vous référez? Grandir, on le fait tout le temps. Hein. Alors, il faut le dire clairement, maintenant je grandis aussi, naturellement. Moi, je pense que je n'ai pas vraiment d'exemple de femmes, on va dire, dans le monde de l'informatique, parce que, comment je vais dire, pour moi, c'est vraiment les aptitudes, en fait. Pour moi, une femme comme un homme peuvent apprendre toutes choses. On n'est pas, on va dire, fixe à avoir une direction. On peut être très flexible, on peut apprendre une fois et se dire, pendant 5 ans, je vais être consultant dans l'informatique, et après dire, 5 ans après, voilà, on est plombier. C'est vraiment les extrêmes, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment important. Et voilà, peut-être que je vais revenir un peu dans la sphère familiale. Je pense beaucoup à ma maman. Pourquoi? Parce qu'elle s'est battue. C'est vraiment cette niaque qu'on va dire que j'ai retenue et que j'ai utilisée aussi dans ma carrière, on va dire comme étudiante, mais après aussi également dans ma courte carrière, parce que ça fait que 5 ans, que je l'utilise. Un petit exemple, et c'est un peu, ça revient à un exemple aussi chez vous. C'est en fait, moi j'ai étudié en Flandre. Je suis parfaitement bilingue, mais mes parents m'ont toujours décidé d'aller en Flandre à l'école pour être bilingue parce que ça a toujours un atout, on va dire, sur le marché économique. Et en fait, j'ai commencé mes études à l'université et après, voilà, malheureusement, j'ai perdu mon papa. Et alors, à la fin, on va dire juillet, je savais que j'avais, comme on dit chez nous, peut-être en néerlandais, on a des 9 pets. Et je devais avoir en fait ces examens. Et en fait, mon responsable de mon master ou de mon bachelor, parce que j'avais juste commencé, il m'a dit, Cindy, arrête, hein, ça va pas aller, tu as perdu ton père, tu vas pas aller, allez, ça va pas, tu dois faire quelque chose d'autre, peut-être pas académique, mais tu dois changer de matière. En fait, moi, j'ai dit, comme tu as eu un peu la même chose, j'ai dit non, je vais y aller. J'ai passé 7 des 9. Et j'avais les 2 autres, c'est des 9 sur 20. Mais c'est en fait cette énergie-là qu'on peut toujours utiliser. Et c'est ça aussi qui me fait en fait donner à des exemples, c'est cette énergie-là, plutôt que une certaine expertise dans un secteur ou dans un domaine. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui. et du coup, vous êtes vraiment poursuivi la voie de l'IT parce qu'on vous avait dit non de base et donc vous avez dit… Pas du tout en fait. C'était un hasard. Je suis peut-être pas la meilleure, on va dire, panéliste parce qu'en fait, j'ai fait des études en langue et littérature, français et italien. Et après, j'ai fait un master en management, en économie, à la KUL, tous les deux à la KUL. Et en fait, pour être franche, je me suis dit, et quand j'ai regardé un peu dans, on va dire, les secteurs un peu dans le boom, c'était vraiment l'informatique. Et en fait, c'est ceux qui m'intéressaient aussi, c'était dans ces secteurs-là, on donnait la chance aussi à des personnes qui sont peut-être pas, on va dire, ingénieurs ou qui ont vraiment fait une étude en fait en IT. On donne la chance en fait à beaucoup de personnes. Et c'est vraiment en fait là, qui revient un peu à ma réponse précédente, c'est qu'on regarde vraiment aux aptitudes des personnes et pas vraiment, on va dire, aux
aux connaissances, on va dire, très techniques, parce qu'en fait, il y a 5 ans, quand j'avais fini les études, on était encore un peu plus loin que maintenant, au niveau de, maintenant qu'on voit, on apprend dans mon expertise, le domaine, le software SAP, il n'y avait pas vraiment des écoles ou des autres écoles ou des universités où on apprenait ceci. Et c'est ça aussi qui... Allez, voilà. C'est un peu par hasard et je suis encore après 5 ans. Merci. Et donc, Sarah Aguirre, vu votre implication dans le plan d'égalité de genre pour la Faculté des sciences et l'École polytechnique de Bruxelles, que pouvez-vous nous dire sur les biais de genre à l'université? Oui, ça s'entend? Oui. Donc, la question de biais des genres est complexe. Donc, justement, moi, je peux pas. Donc, j'ai pas fait des études STEM. Je peux témoigner d'un autre type de parcours. Et donc, justement, en vous écoutant, je me posais la question de où vient ce choix. Donc, moi, je fais des études en psychologie. Et après, je fais aussi des études de gender studies. Donc, je me suis vraiment penchée sur la question du genre et des inégalités. Et donc, j'ai envie de dire que les explications sont complexes parce que d'un côté, bien sûr, il y a tout ce qui touche les stéréotypes qui se trouvent dans la culture. Etc. Mais il y a aussi l'environnement familial, la question de rôle modèle ou la question, par exemple, avoir eu un prof ou une prof clé dans son parcours d'enseignement qui nous marque et qui, du coup, nous fait réfléchir et se dire « Ah oui, je veux faire ce type d'études, etc. » Par rapport à l'université, je pense que l'université, comme toutes les organisations, c'est une organisation qui est genrée, bien sûr, et donc les stéréotypes des genres sont présents. Par rapport à ça, je pense que c'est aussi par rapport à ma formation en tant que psychologue social qui s'intéresse à la question de la discrimination et des stéréotypes. Donc la notion de biais a un peu une connotation plutôt cognitive, donc comme des biais cognitifs qui ont lieu au niveau individuel. Et donc, bien sûr, ça existe à l'université comme ça existe partout. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de parler aussi plutôt de normes des pratiques sociales, parce que ça ça présente le problème comme un problème social et collectif et pas seulement un problème individuel de certaines personnes. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu agir à ces deux niveaux, au niveau plus individuel, mais aussi d'analyser quelles sont les pratiques qu'on met en place. Et justement, parce que quand on parle de biais, souvent on parle de biais inconscients, mais les normes et les pratiques sociales sont souvent aussi inconscientes parce qu'elles font partie de l'état de lieu et vu qu'on participe à cette société, on les intègre d'une façon inconsciente. Et donc, voilà, elles sont là. Et donc, d'où l'importance de la sensibilisation et de la prise de conscience par rapport aux stéréotypes et aux normes genrées qu'il y a dans notre société et dans notre université aussi, bien sûr. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de biais inconscient qu'on aurait, par exemple? D'un biais inconscient au niveau individuel ou au niveau de la société en général. Par exemple, cette idée, mais j'imagine qu'on va en parler après, que les femmes sont les responsables de prendre soin des enfants, par exemple. Donc, c'est une idée qu'on est en train de déconstruire petit à petit, mais qui reste quand même là. Du côté des employeurs aussi, par exemple. Donc, voilà, ça mène à des obstacles dans la carrière des femmes. Ça mène aussi au fait que les femmes elles-mêmes assument cette responsabilité et pas un partage égalitaire de ce type de tâches, etc. Donc, ça, c'est par exemple... Mais je pense que le problème, c'est qu'on le sait, je pense que comme on déconstruit de plus en plus cette norme, c'est dans les subtilités où ça continue à se reproduire. Donc, je peux vous donner un exemple. Donc, par exemple, avec mon premier enfant, j'ai pris le congé de maternité et un congé parental après. Et mon compagnon, lui aussi, il a voulu prendre un congé. Donc, le congé de paternité,
il y a 2 ans, c'était juste 10 jours. Maintenant, c'est 15 jours. OK. Donc, on a du travail à faire par rapport à ça aussi, par rapport à la durée légale des congés de paternité. Mais pour les congés parentaux, donc, dans les exemples que les femmes peuvent le prendre, tant la mère comme le père ou la coparente. Mais par contre, quand il a demandé ça à l'hôpital où il travaille, on lui a dit oui, mais bon, on a besoin de vous, donc voilà, ok, mais juste à temps partiel, mais pas à temps plein, etc. Donc inconsciemment, je suis sûre que s'il avait été une femme, on l'aurait pas dit non. Ouais. On aurait dit d'office, la mère est essentielle, elle doit rester à la maison avec les enfants, mais par contre, le père, c'est un peu accessoire. Et donc, OK, on accepte, mais pas complètement. Ouais, donc et donc, voilà. Et donc, ça fait partie, on lui a dit pas non, catégoriquement, mais quand même, ça fait partie de cette culture qui continue à reproduire ces normes de genre. Et donc, ça touche vraiment malgré la bonne genres. intention de son chef, bien sûr. Donc, c'est pas une question individuelle, c'est plus une question partagée, culturelle, sociale. Ouais, bah, du coup, justement, on a vu que les biais sont présents au niveau de l'éducation, mais effectivement, également, ils peuvent être un réel frein aux carrières des femmes, parce que comme Sarah Aguirre vient de le dire, les femmes sont considérées comme des mères potentielles pour lesquelles la parentalité peut causer un réel impact négatif sur leur travail. Et on parle souvent de phénomène de tuyau percé, donc c'est-à-dire qu'au plus on monte dans les échelons de la carrière, au moins en moins on voit de femmes. Et donc, Sarah Ouzio, est-ce que vous avez constaté ce phénomène de tuyau percé dans vos carrières professionnelles? Oui, mais comme exactement le disait Sarah Aguirre tout à l'heure, juste à l'instant, c'est aussi, on le voit de par la position des gens ou des managers vis-à-vis des gens, mais par rapport à une position qu'on a nous-mêmes intrinsèque en tant que femme et qu'on s'oppose, une limitation qu'on s'oppose aussi. Donc, parfois, volontairement, on passe par les trous des tuyaux. Et si je mets par exemple, 2 exemples que j'ai vécu dans ma vie professionnelle dont j'ai été témoin, un des premiers exemples, c'est par exemple au tout début de ma carrière où je me rendais compte que certaines femmes, quand elles étaient à 50%, on avait assez rapidement tendance à ne pas se rappeler quand elles étaient censées travailler, quand elles n'étaient pas censées travailler, et trouver plus directement la personne qui était là tout le temps. Et donc, je me suis rendu compte que même quand on faisait un choix d'être à mi-temps pour s'occuper des enfants et avoir quand même une carrière, on était facilement oublié, mis sur le côté. Et donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'était le mien un peu plus personnel. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, moi, j'ai pas envie qu'on me mette sur le côté. Donc, mes congés maternité, mon dernier, je l'ai raccourci, où j'ai pas tout pris pour me dire, hey, les gars, je suis visible. C'est pas parce que j'ai un gros ventre que j'existe plus dans ma tête, donc je suis toujours là. En parlant aussi être enceinte, c'est pas une maladie, donc je voyais pas pourquoi. Et voilà, je me sentais pas malade. Et aussi, en revanche, je suis tombée enceinte très rapidement quand j'ai commencé ma carrière. Et j'ai eu cette interpellation en me disant mais non, mais c'était pas prévu dans mon programme, je devais d'avoir ma carrière, les enfants ça arrivait plus tard. Et je me suis trouvée vraiment dans une vraie interpellation en me disant zut, non, c'était pas prévu. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui elle avait eu ses enfants sur le tard et qui m'a dit non mais Sarah, c'est peut-être mieux d'avoir ses enfants tôt. Alors ça c'est vraiment, on est dans les stéréotypes, hein, parce que tu vas t'en occuper et puis quand tu feras carrière, les femmes elles feront carrière plus tard et seront grands, ce sera parfait. Elle était dans une optique où elle les avait eu plus tard et donc elle faisait carrière et enfants en même temps en bas âge, c'était compliqué. Et puis c'est un peu vrai que finalement on a déménagé, on a changé de pays plusieurs fois et je me suis mis de côté avec les enfants, avec les grossesses, congés maternité pour laisser la carrière du papa se développer. Que plus tard on a remis les choses au clair, mais c'est un peu comme ça que ma carrière a commencé quand même. Donc c'était plutôt de l'autolimitation. De l'autolimitation en disant de toute façon, même avec en restant avec ce paradoxe en disant mais c'est pas parce que je suis enceinte que je veux être non visible, mais en me disant zut quand même, lorsqu'il faut déménager, lorsqu'il faut changer de pays ou changer de boulot, il y en a un qui continue son bonhomme de route et moi j'ai dû démissionner 2-3 fois, rechercher du travail pour pouvoir. Et quand on arrive avec un ventre comme ça, on se dit on va peut-être attendre qu'il y ait des gonfles
avant de postuler sérieusement. Et du coup, est-ce que ça a été difficile pour vous de vous affirmer justement dans un domaine plus masculin et de gravir les échelons dans vos entreprises? Là, je vais dire non, en fait. Moi, je ne l'ai pas vu, mais en faisant des études d'ingénieur, on se trouve dans un environnement plus masculin depuis le début. Donc finalement, c'était un bain. Enfin, le bain, celui que je connaissais depuis le début, ça m'a jamais trop gênée. Et lorsque j'ai dû postuler ou lors des entretiens de performance, j'ai jamais senti qu'on me disait ça va pas parce que tu es une femme. J'ai trouvé que j'étais à chaque fois dans des environnements qui étaient un peu plus réglo, ou en tout cas je l'ai ressenti comme ça, où ce qui était vraiment vu c'était la performance. Et aujourd'hui encore, j'ai des managers qui sont hommes, mais qui cherchent l'humain dans la personne, qui reconnaissent les soft skills et qui au contraire, enfin, ne mettent pas forcément un plafond de verre. Après, peut-être qu'il y en a un et que je ne le ressens pas, mais c'est ce que dans l'entreprise dans laquelle je suis là, en fait, je trouve qu'elle est plutôt ouverte. Mais du coup, Cindy, est-ce que que pouvez-vous nous dire sur les biais de genre, justement, au niveau du recrutement en entreprise? La question est très large. Il faut être clair là-dessus. Comment je vais dire? D'abord, il y a tu m'as vraiment posé je ne vais pas dire une colle, mais voilà, il y a beaucoup d'éléments peut-être à souligner et après, c'est à toi de me rediriger si c'est intéressant ou non. Il y a un problème d'abord au niveau du recrutement, c'est le poste vacant, c'est-à-dire, on va dire, le texte, on va dire. Je ne sais pas comment on dit en français, excusez-moi. Et en fait, quelquefois là, il y a déjà le problème chez, on va dire, quelques-unes d'entre nous. Bon, ça peut aussi arriver aux hommes, naturellement. C'est quand on lit le texte, on se dit, ah, c'est pas pour moi. C'est trop hard. Ouais, ça me colle pas. Déjà, après, on a une partie, on va dire, des femmes qui se disent déjà non. Après, naturellement, quand on rentre, on va dire, ça, c'est le premier problème. Et après, naturellement, ça, je le vois parce que je suis pas, pour être clair aussi, je suis pas spécialiste dans le recrutement non plus, hein. C'est pas mon domaine. Je trouve que quand je regarde chez nous, en fait, c'est avant, il y avait peut-être aussi plus de questions, voilà, qu'on regardait, voilà, on demandait peut-être des questions plus privées, comme est-ce que tu as des désirs, on va dire, pour être maman, etc. Mais je ne vois pas au sein de mon entreprise qu'on pose ces questions-là. Je pense que c'est une décision privée et ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Et même on n'est pas obligé d'y répondre. On peut, mais on n'est pas obligé. Mais après le recrutement, je pense aussi, et je vais peut-être un peu changer la donne, c'est aussi le problème chez nous maintenant, et surtout dans le domaine, on va dire, dont vous êtes actif également, c'est qu'il y a une guerre de talents. Et ça a lien naturellement avec le recruiting. Et la guerre de talents ne se fait pas également, on va dire, l'étang où la petite piscine est déjà peut-être petite, très petite pour trouver des talents, on va dire, comme dans le domaine de STEAM. C'est pour ça aussi la raison pour laquelle les entreprises essayent de s'élargir et regarder aussi à d'autres profils. Mais après, quand on a cette opportunité d'attirer ces personnes, il faut les retenir. Et ça, c'est aussi très important aussi. Et quelquefois, il y a des entreprises qui n'ont pas assez l'accent sur retenir en fait ces personnes-là et les aider à se développer au sein de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, au sein, ou que je peux parler au niveau de Women at Capgemini, c'est une communauté, on va dire, d'employés au sein de Capgemini. Je suis, on va dire, la coordinatrice au niveau Belgique. Là, il y a vraiment du travail à faire. Et pas uniquement chez nous, mais dans toute entreprise. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut regarder un peu. Mais peut-être que tu as encore une autre question, peut-être plus spécifique au niveau du recrutement. Justement, les biais de genre au niveau des promotions, du coup, c'est plus difficile à garder les personnes parce qu'elles sont moins poussées à grandir dans les entreprises. Promotion, chez nous, on essaye d'être objectif parce que voilà, chez nous, on a des tables rondes où vraiment chaque profil est c'est comme, on va dire, tu es devant un avocat ou la cour, et en fait, ton avocat, c'est ton coach, et ton coach, en fait, il se bat un peu contre les autres pour dire, le mien, c'est mieux parce qu'il a fait ça et ça et ça, et lui, il peut être promu et pas lui, tu vois. Et au niveau des promotions, je pense que chez nous, c'est plus important, on va dire, le delivery, c'est ce
fait au niveau des clients, parce que chez nous, chez Capgemini, on offre des services. Et ces services-là, on les offre à des clients. Ça peut être dans le public comme dans le privé. Et après, au niveau des promotions, le problème, c'est que on voit chez nous, et ça, je l'ai vu pendant les 5 années que je suis chez Capgemini, les femmes, on va dire, grandissent. Mais le problème, c'est comme je t'ai dit, excuse-moi de te tutoyer, mais au début, c'est qu'il y a déjà pas beaucoup de femmes qui viennent, on va dire, au niveau junior. On va dire, on va parler un peu peut-être dans ces termes-là. Et après, c'est plus difficile, et on le voit dans les chiffres, qu'au niveau, on va dire, VP, c'est Vice President, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Mais c'est un peu non. D'un autre côté, c'est normal aussi, parce qu'en fait, toutes les entreprises essaient de les prendre aussi. Et c'est ça un peu le souci aussi. Et ça aussi, c'est ce qu'on essaye aussi, c'est le mentoring aussi, au niveau de l'entreprise. Mais promotion, on va dire, on essaie d'être objectif à 100%, mais c'est jamais objectif à 100%. Il y a toujours des petits... Voilà, c'est très difficile, mais on essaye de le faire, ça c'est sûr. Mais naturellement, voilà, le problème, c'est que en tant que femme, moi, je trouve ça important, et je pense aussi, peut-être, on va dire mes collègues trouvent ça important, c'est d'avoir quelqu'un au-dessus de nous pour nous inspirer. Et c'est vraiment, on va dire, un travail de longue haleine. Ça, c'est sûr. Mais je trouve que, on va dire, un choix privé, quelconque que c'est, ne doit pas avoir un aspect négatif sur la promotion, oui ou non. Merci. Et donc, Sarah Aguirre, sachant que votre thèse portait sur les normes de genre, saurez-vous nous dire comment celles-ci impactent le recrutement justement des femmes? Oui, donc je voulais rebondir sur ce que Cindy vient de dire. Donc clairement, il y a un problème au niveau du recrutement, déjà à partir du moment où on fait la description du poste d'une façon ou d'une autre. Et donc là, on est déjà en train de véhiculer un message par rapport à l'image de la personne ou à l'université, par exemple, l'image du scientifique qu'on a en tête, en fait. Et il y a beaucoup de femmes qui ne se retrouvent pas dans ces descriptions, donc c'est déjà un premier obstacle. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup à faire pour éviter ce type de biais de genre. Mais après, pour le recrutement, je ne pense pas qu'il y ait une discrimination directe maintenant, dans le sens de dire « Ah non, je ne vais pas recruter cette personne parce que c'est une femme ». Ça joue plutôt au niveau inconscient, comme on disait tout à l'heure, mais ce n'est pas seulement par rapport au recrutement en soi, au moment de la sélection. Ça va au-delà. Donc, par exemple, quels sont les critères qu'on établit pour évaluer un profil ou un autre? Donc, d'un côté, j'ai l'impression que le monde du travail agit un peu comme si les travailleurs et travailleuses n'étaient pas des êtres humains, en laissant de côté tous les aspects, plus par exemple toutes les questions du soin, donc le care en anglais, qui est une notion aussi clé dans les discours pour l'égalité des genres. Donc bien sûr, il faut prendre en compte aussi un peu le parcours de cette personne et intégrer dans ces critères d'évaluation d'une façon ou d'une autre. Je reviendrai à ça plus tard par rapport aux mesures dans le cadre du projet Caliper. Prendre en compte les différents obstacles que les personnes qu'on interviewe peuvent avoir rencontrés, en fait. Donc déjà, les critères ne sont jamais des critères neutres non plus, même si on a la bonne intention de faire un recrutement égalitaire. Et après, je pense que ça ne se passe pas seulement au niveau du recrutement, mais comme vous disiez, il y a aussi la carrière en soi. Et donc, même si on est recruté, on peut rencontrer beaucoup d'obstacles parce que tout simplement, la structure de l'organisation, l'organisation du travail, on ne peut pas s'adapter à ça, on ne s'adapte pas à nos besoins en tant qu'être humain et notamment en tant que femme à cause de toutes les autres tâches qu'on a à charge aussi. Et par rapport à ça, je voulais aussi souligner le fait que la question, parce qu'il y a la question de la parentalité dont on a beaucoup parlé, c'est pas une question qui se limite au STEM, bien sûr, et ça on le voit à l'université, par exemple, par rapport à la carrière des femmes. D'un côté, pas toutes les femmes ont des enfants, bien sûr, c'est pas une obligation, et d'un autre côté, c'est pas une question qui touche seulement les femmes dans les STEM. Donc, il y a ce problème dans toutes les disciplines. Mais par contre, ce que je trouve peut-être particulier par
rapport au STEM, c'est que c'est souvent des environnements de travail plutôt masculins. Masculins par rapport à la force de travail. C'est juste le fait qu'il y a souvent beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc, parfois, les femmes ne retrouvent pas leur place ou on leur dit d'une façon indirecte que ce n'est pas leur place. Ça peut être direct, mais je pense que c'est surtout d'une façon indirecte à travers, par exemple, des blagues, des commentaires constants qui... voilà, apparemment, l'environnement de travail est ouvert à tous et toutes, mais dans la pratique, à nouveau, on reproduit ce type de normes inconscientes à nouveau. Et beaucoup de gens ne le font pas d'une façon méchante, c'est juste parce que c'est normal. Et donc, voilà, c'est important de travailler à ces niveaux-là aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater dans le cadre de ma thèse, parce que j'ai fait des comparaisons entre différents milieux professionnels, plus masculinisés et plus féminisés. Et dans le milieu masculin, les travailleurs se permettaient de faire ce type de blagues et de remarques que je n'ai pas vues dans les milieux plus féminisés ou les milieux plus mixtes. Et donc, je pense que c'est une difficulté à jeter pour les femmes dans les STEM. Oui, parce que... Je pense que dans le recrutement, on doit faire aussi la distinction entre du recrutement, on va dire, qui est établi par l'entreprise même et le headhunting. Je ne sais pas si vous connaissez le headhunting, c'est vraiment des entreprises externes qui recherchent en fait des profils, on va dire, très spécifiques. Et là aussi, quelquefois, en tant qu'entreprise et en tant qu'on va dire client, on peut avoir aussi des exigences. Une possible exigence, c'est quand, par exemple, on a une description où on recherche pour une personne pour une poste vacant, on peut clairement dire, voilà, si tu proposes un homme, on veut que tu proposes une femme aussi. Il y a des règles comme ça aussi qu'on peut faire naturellement et imposer. Ça, je voulais simplement souligner. Merci. Mais du coup, comme on a pu le voir, que les biais de genre touchent tous les niveaux. Et donc, un des outils pour développer pour lutter contre ces biais de genre, c'est la mise en place de rôles modèles. Et c'est pourquoi chez Women Tech, on met en lumière des femmes dans les milieux STEAM pour justement casser l'image stéréotypée des scientifiques. Mais c'est loin d'être la seule solution. Donc, Sarah Ozio, quels sont les outils mis en place par votre entreprise qui visent justement à réduire ces biais de genre? Juste avant de répondre à la question, je veux aussi rebondir parce qu'en fait, ce que tu disais au niveau des blagues m'a rappelé mon premier stage, mon tout premier stage en entreprise, enfin où j'étais embauchée. Donc, je me suis retrouvée dans une station d'épuration des eaux usées, donc c'est pas le milieu le plus glamour. Il n'y a pas beaucoup de filles évidemment. Et quand tu te retrouves stagiaire, tu es vraiment avec les opérateurs. Et la salle où j'étais était tapissée de femmes nues. Et donc quand tu te retrouvais la seule fille dans un truc tapissé de femmes nues, tu dis bon, welcome. Et le lendemain, c'était tapissé d'hommes nus, mais ils n'ont pas compris pourquoi. Mais donc voilà, c'est un peu des blagues en fait qui sont naturelles. C'est normal pour des opérateurs d'avoir les calendriers Pirelli avec les filles dénudées partout. Ça choque plus personne. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai pris ça comme une blague aussi. Je me dis bon tiens, tant qu'à faire, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Mais j'ai pas imaginé que ça pouvait être un problème, si tu veux. J'ai juste pris ça sur le ton de la blague. Et effectivement, c'est ce à quoi on est confronté régulièrement. On se rend même pas compte. J'ai oublié la question. Du coup, je demandais, c'est quoi les outils mis en place dans votre entreprise contre les... Alors, on rebondit sur tout ce qui a été dit. Donc, nous, on fait un constat. C'est qu'on a mis des objectifs où le groupe NGO auquel j'appartiens a constaté qu'en 2016, il avait 23% de femmes au niveau du management. En 2019, on était à 24%. Et ils se sont dit, ça va pas, en 2030, il faut qu'on soit à 50%. Et puis, on cascade. Ça, c'est l'objectif, la vision. On cascade et on se dit, mais comment on fait pour y arriver? On regarde un petit peu autour de nous, il n'y a pas beaucoup de femmes. On veut... Et si je fais parallèle avec l'étude dont tu as parlé, qui est pour la Commission européenne, on s'est rendu compte que dans le secteur privé dans lequel on était, à l'allure à laquelle ça allait, la parité sera arrivée dans 100 ans. Donc, s'il n'y a pas d'action qui est faite dans le secteur privé, il n'y aura pas de parité avant 100 ans. Moi, quand je regarde, ma mère était la première femme. Moi, on était 10% quand j'ai fait mes études. Je regarde aujourd'hui, je pense qu'on est encore 10%. Ça n'a pas changé. En fait, ça fait 25 ans que je suis d'expérience et il n'y a rien qui a changé. Donc, ce que j'ai pu voir sur les données reflète ce que je vois en réalité.
Et donc, on se dit, on veut arriver à 50%, il faut absolument qu'on embauche, et c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'on fait gaffe à la façon dont on écrit les job descriptions, les fiches de poste, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un biais où on ait un vocabulaire un peu trop agressif dans lequel les femmes ne se reconnaîtraient pas. Donc, il y a une relecture qui est faite par des gens qui sont spécialisés. On a tous reçu cette année des vidéos sur l'inclusion, l'égalité, la diversité. Donc, ça dépasse un tout petit peu le genre, mais ça va aussi vers l'inclusivité. Donc, on parle ici de la couleur de la peau, de la religion, on parle aussi du handicap, faut être sûr ou de l'orientation sexuelle. Donc, ça s'assurer qu'on a bien compris que chaque personne était différente et qu'on doit l'inclure. Et derrière, donc une fois qu'on a fait on cherche à attirer les femmes, on a le problème de rétention, et c'est exactement ça qui arrive aussi. C'est qu'une fois qu'on dit chouette, ça y est, on a des femmes, c'est super, et elles disparaissent. Et là, on a un vrai travail, on ne sait pas pourquoi, et on a eu des super idées, on dit on va les interroger pour savoir pourquoi elles partent. Et on a oublié d'interroger les hommes, pourquoi ils partaient. Donc on a des données, mais on ne sait pas quoi en faire parce qu'on n'a pas l'équivalent parce que les hommes partent aussi. Donc on se dit pourquoi? Qu'est-ce qui change entre les deux? Donc il y a un vrai travail de réflexion qui est vraiment en cours en se disant si on veut y arriver, si on veut arriver à une parité, il faut qu'on travaille aujourd'hui et qu'on travaille aussi, qu'on aille plus bas. Donc parce que si au sortir des universités dans le secteur de l'énergie, il n'y a pas 50% de filles, on aura beau faire tout ce qu'on veut. La chasse au talent est ouverte et si les autres les prennent, ben voilà, elles n'iront pas chez nous. Donc c'est vraiment un vrai souci. Ouais. Du coup, il faudrait mettre en place des solutions bien avant le recrutement, donc au niveau des écoles, au niveau de l'université. Et donc même encore en plus bas. Oui, c'est ça. Oui. Vous parliez des secondaires, mais même dans les primaires. Hein. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire sur les réseaux de femmes dans lesquels vous êtes impliqués? Je pense qu'on a maintenant dans les grandes entreprises des réseaux de femmes comme pour Women Capgemini ou comme tu l'as dit. Oui. Donc nous, c'est Women in Network, Women in Energy, c'est ce genre de réseau qu'on a mis en place. Alors au départ, c'est juste dans l'idée de les hommes savent faire des réseaux, ils savent réseauter. De toute façon, pendant que les femmes s'occupent des enfants, ils ont tout le temps possible après le boulot pour aller papoter entre hommes. Donc on va faire pareil. C'est comme ça et au sein du groupe, on est sur le même building. On a différentes entités. Et c'est intéressant de savoir ce que font les autres. Parfois, où sont les offres d'emploi si nous, on a envie de bouger. Et si on se retrouve aussi dans une situation où on a envie de chercher un autre travail. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là comprendre ce qui se passe. Et puis, on est un secteur qui est tellement en évolution, sachant tout le temps, que ça permet de savoir au niveau professionnel ce qui se passe autour de nous et à côté. Ensuite, ça peut être un endroit où on est aussi entre nous et on dépose certaines choses. Et on se rend compte que même avec la pandémie, le fait qu'on soit tous sur Teams, il y a quand même des comportements qui ne sont pas forcément admissibles et qui se passent aussi via les écrans. Je ne vais pas très loin, hein, c'est juste des gens qui arrêtent de discuter avec d'autres et qui n'ont pas apprécié une intervention et qui la zappent et puis hop, c'est zappé c'est facile avec les écrans encore plus. Mais ça fait du bien de se retrouver dans ce petit cercle bienveillant dans lequel on dit ce qu'on a envie de dire sans se dire mince, c'est mon chef, c'est mon responsable hiérarchique, ça va filtrer et hop, je serai pénalisée plus tard parce qu'on a nos entretiens de performance, on a envie d'avoir notre promotion et nos bonus, donc on n'a pas envie de montrer nos faiblesses de trop quand même. Et donc ces réseaux servent à ça et servent aussi donc il y en a un là qui est comme ça, je suis dans un autre qui est au niveau de l'entité NG Impact et qui est ouvert aux hommes. Et là, c'est plus intéressant parce qu'on se rend compte que c'est bien, mais on ne peut pas tout faire toute seule, quoi. Il faut absolument que les hommes arrivent, que ce soit une responsabilité partagée. Là, je suis contente de voir, ravie que dans cet auditoire, il n'est pas exclusivement féminin. Et c'est vraiment, dans ce partage homme-femme, on y retrouve encore plus que quand on est juste entre femmes. Et c'est vraiment, on s'ouvre à une ouverture, c'est encore mieux, je pense. Ouais. Donc les hommes devraient vraiment aussi s'inclure avec nous et nous aider à justement. On parle de biais genrés, on parle de nos autolimitations, on parle des hommes, des blagues qui sont connues partout, de la blonde ou tout ce que tu veux. Mais après,
les hommes n'ont même pas conscience de certains biais. C'est juste, enfin, et ça les éclaire. Et parfois, des hommes ont des petites filles, n'ont pas envie que les petites filles se retrouvent non plus tard dans une situation où elles ont un plein fond de verre. Ils ont des, enfin, les hommes sont entourés de femmes et ils n'ont pas envie de les écraser forcément. Donc c'est vraiment un environnement où ça fait du bien. Je pense que on grandit tous en fait. On grandit tous. Merci. Et du coup, Cindy Claes, vous, en tant que directrice de Women at Capgemini, qu'est-ce que vous avez mis en place? Pour commencer au début, ça fait 5 ans que je suis dans l'équipe, on va dire, de la communauté. Ça fait un peu 2 ans que je suis un peu, on va dire, la lead en Belgique. En fait, pour moi, ce qui est important, c'était de travailler sur en colonne. Comme j'ai un peu déjà parlé, c'était vraiment le recrutement, retention et développement. Et on essaie en fait de créer, on va dire, des actions qui ont un lien, on va dire, avec ces thématiques-là. Retention, comme tu as déjà souligné, on a déjà regardé aussi à nos textes, il faut dire, on l'a fait, mais il faut avoir aussi, on va dire, la collaboration de toute antenne et aussi les ressources humaines comme le marketing. Qu'est-ce qu'on a fait aussi, comme vous, on a organisé des conférences. Et on participe aussi à des conférences comme aujourd'hui, je participe à ce nom-là, mais on a fait par exemple une conférence avec des partenaires aussi externes comme Agoria. On a fait aussi des conférences internes. Pourquoi? Parce qu'on trouvait ça aussi important de parler de sujets qui sont peut-être un peu très délicats ou des sujets où les personnes pouvaient aussi rencontrer d'autres femmes qui sont peut-être pas dans leur entité ou département et qui peuvent également les inspirer ou faire du mentorship. Un petit exemple, on a déjà parlé du sujet, on a fait une conférence au sujet de le plafond de verre. Est-ce qu'il existe, oui ou non? Et est-ce qu'il existe en général ou chez Capgemini également? Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi le plafond de verre pour tout le monde? C'est avoir, dans mes propres termes, c'est avoir l'impression qu'on ne sait plus avancer et qu'en fait, on a une limite. Mais en fait, tu ne le vois pas, mais tu le ressens. Et c'est en fait ça. Et en fait, la conférence, il y avait aussi un homme pour en parler, pour dire son expérience en tant que VP, pour partager, de dire est-ce qu'il ressentait oui ou non. On a aussi un mentorship aussi, parce qu'il faut peut-être souligner, on est une entreprise internationale, on a des actions, on va dire, locales, mais on a aussi des actions, on va dire, globales. On a par exemple un mentorship où on a pour par exemple des personnes qui sont dans les communautés, dans l'engagement en tant qu'engagement manager ou alors en tant qu'architecte, solution architect. Je parle un peu trop peut-être à IT, si c'est pas clair, n'hésitez pas. Et alors on a aussi par exemple pour moi ce qui est important c'est reconnaître, on va dire, nos talents. Et il faut dire clairement, quelquefois, je peux énerver le monde parce que je parle beaucoup en tant que la diversité des genres. Et quelquefois, il y a des hommes qui se disent « Et moi, ne parle pas de moi. Moi, je voudrais aussi être reconnue. » Oui, mais c'est vrai. Hein. Et en fait, ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, c'est on a participé à une session d'award interne, de Women for the Future Award, où en fait, on reconnaît en fait nos talents internes. Il y avait 3 catégories. Il y avait la catégorie inspirante qui fait des actions au niveau qui ont un impact social. Woman for the Promise, c'est-à-dire une personne qui est moins de 2 ans dans la boîte et qui a vraiment, on va dire, c'est un rising star, comme on dit, c'est vraiment un talent, une pépite. Et en fait, après, c'est Woman of Achievement. Et pour nous, c'est en fait une personne qui est déjà pendant quelques années déjà dans la boîte et qui a vraiment démontré, on va dire, sa plus-value au sein de notre boîte. Et pour nous, c'était vraiment intéressant aussi de promouvoir, on va dire, nos talents. Parce qu'en fait, surtout en temps de Covid, on ne se voit plus, en fait. Quelquefois dans notre propre département et aussi à l'externe. Et comme ça, en fait, on peut aussi montrer, on va dire, en interne comme en externe, qu'on soutient ces jeunes femmes et qu'on soutient aussi, en fait, le développement interne comme externe des jeunes filles, on va dire, dans notre classe. On fait aussi, comme vous l'avez déjà aussi souligné, il y a Women in STEM en Flandre aussi, parce qu'on est aussi, surtout actif en Flandre. On va aussi dans les secondaires, etc., pour donner des cours. Qu'est-ce qu'on fait encore? On va aussi dans des Molengeek, on a été par exemple aussi donner des cours pour expliquer ce qu'on fait en fait, etc. Et
Et ouais, je pense que c'est un peu la grande chose. Mais pour moi, ce qui est important, et j'en ai parlé aussi peut-être avec toi aussi, et je vais peut-être un peu en avance, excuse-moi, c'est le sens de sisterhood. En tant que lead de Women Capgemini, pour moi, c'était très important. Et je dis sisterhood, mais ça peut aussi brotherhood. Hein. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est vraiment qu'on s'entraide en tant que femme et en tant qu'homme. Et c'est ça aussi que toi, tu disais, voilà, c'est important dans les communautés qu'on inclut les hommes. Et c'est ce qu'on fait aussi. On essaye de le promouvoir, on va dire, dans notre boîte, mais c'est très difficile parce que avec les bias, comme tu entends peut-être Women at Capgemini, les personnes entendent directement woman et ne voient pas le men. Et j'essaye de plus en plus de faire la réclame, c'est aussi pour le men. Mais voilà, c'est les bias qui disent, bah non, c'est pas pour nous, tu vois. Mais on a quand même des hommes qui participent et qui viennent parce que ça leur intéresse aussi de partager leur expérience aussi. Mais c'est quand même un travail de longue haleine, ça c'est sûr. Et donc, c'est pas pour tout de suite, quoi. Enfin, c'est vraiment un travail qui doit faire sur le long terme et qui devrait continuer encore. Oui, c'est sûr, parce que peut-être des choses qu'on a fait aussi, c'est on essaie toujours de faire des événements aux alentours de International Women's Day. On a eu le 25 novembre aussi, ce qui était important aussi. On a eu Girls in ICT Day, c'est le 22 avril, si je ne me trompe pas, et après la journée internationale de la diversité. Aussi très important, c'est le 21 mai, si je ne me trompe pas. On essaye aussi de promouvoir et faire des actions avec nos propres moyens, naturellement. Merci. Sarah Aguirre. Donc, récemment, il y a un nouveau plan d'égalité des genres qui a été approuvé et mis en place dans la faculté de sciences de l'ULB et le PB via Caliper. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes mesures qui ont été prises? Oui, donc il s'agit d'un plan qui a été approuvé fin août, dont l'implémentation a commencé en septembre de cette année. Et c'est une implémentation de 2 ans avec une évaluation et un monitorage pour voir leurs résultats et voir ce qu'il faut encore améliorer ou changer, etc. Donc, le plan est publié sur le site de l'université. Donc, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les consulter. Il inclut 20 mesures dans 7 domaines différents. Et donc, je ne vais pas maintenant détailler toutes les actions. Mais globalement, il y a 2 points que je voulais souligner par rapport au plan. D'un côté, je suis complètement d'accord avec vous par rapport au besoin d'agir en amont, parce que c'est un peu ça ce qu'on a constaté à l'ULB, que le problème commence très tôt en fait. Donc, parce qu'on a très peu de profs femmes dans les facultés STEM, très peu de profs ordinaires, donc le dernier niveau de la carrière académique, mais parce qu'il y a aussi peu de profs femmes, peu de chargés de cours femmes, peu de postdoc femmes, peu de doctorantes, peu d'étudiantes inscrites, etc. Et donc, bien sûr, dans le cadre du projet, on a décidé aussi d'établir des collaborations avec les acteurs et actrices externes à l'université, notamment par exemple avec les écoles, pour essayer d'agir à ces niveaux-là, parce qu'il faut changer toute la chaîne. Et c'est intéressant parce que par rapport aux sciences humaines et sociales, on constate les tuyaux percés aussi dans ces domaines. Donc les tuyaux percés, c'est cette notion que on perd les femmes quand on avance dans la carrière, ici dans la carrière scientifique et académique. Mais par contre, dans les sciences sociales et humaines, dans les 2 niveaux, les 2 premiers niveaux, donc bachelier et master, la proportion des femmes est supérieure à la proportion d'hommes, alors que ce n'est pas le cas dans les STEM. Donc, bien sûr, il faut agir en amont, mais dans les cadres du plan Caliper, on a voulu aussi agir dans les étapes suivantes, parce que c'est un peu un cercle vicieux, parce qu'il manque aussi des rôles modèles, comme on disait. C'est des espaces souvent très masculins, et donc ça décourage aussi les filles, et donc voilà, il faut agir un peu à tous les niveaux. Et donc nous avons inclus 2 types d'actions dans les plans. Il y a des actions qui portent plus sur la sensibilisation et justement lutter pour changer cette culture et les biais, les stéréotypes des genres. Donc, par exemple, une action, c'est l'élaboration d'un toolkit pour le recrutement, justement pour éviter les biais.
Donc avec des explications par rapport au type de billets et aussi des bonnes pratiques sur comment on peut les éviter à destination des membres des commissions de recrutement académique. Nous avons aussi un guide pour un enseignement sensible au genre, parce qu'il y a aussi les discours que les profs véhiculent au cours, dans les cours, mais aussi par rapport à l'interaction avec les étudiants et étudiantes. Nous allons organiser aussi, donc il y a Sarah Oussio qui va participer aussi en janvier, une journée destinée à des filles de 12 à 15 ans. On va les inviter à l'université pour participer à des ateliers scientifiques, pour montrer que la science et les techniques, c'est aussi pour elles. Mais d'un autre côté, nous avons un deuxième type d'action, et c'est d'action qui vise plus à un changement structurel. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut non seulement agir au niveau des mentalités, mais aussi au niveau de l'organisation et des structures. Et donc, par rapport à ça, à nouveau, dans le domaine du recrutement, on a une étude de faisabilité pour voir comment on pourrait, parce que nous avons à l'ULB, il y a des grilles d'évaluation qui incluent des critères objectifs, mais ces critères sont toujours interprétables. Donc, un critère très important pour les recrutements académiques, c'est par exemple l'excellence en recherche, les publications, etc. Alors, maintenant, on sait bien que c'est surtout les femmes qui prennent soin des enfants, qui prennent des congés de maternité, parentaux, etc. Et donc, qui font des pauses ou des interruptions dans la carrière. Et donc, on aimerait étudier de quelle façon ce type de pause peuvent être prises en compte afin d'arriver à une norme d'évaluation qui soit vraiment équitable. Donc, finalement, c'est établir des critères pour comparer des choses qui sont comparables. Donc, de prendre un peu plus en compte les côtés personnels et familial des scientifiques, qui sont aussi des êtres humains avec une vie privée. Et c'est une mesure qui va s'appliquer à toutes les personnes qui prennent des congés. Ce n'est pas juste pour les femmes. Et donc, indirectement, c'est aussi une façon d'encourager les hommes à prendre plus des congés, parce que ça ne va pas être pénalisé dans la carrière en général. Et donc, je pense que c'est ce type aussi d'action qu'on doit vraiment encourager et mettre en place. Et il y a aussi une autre mesure par rapport au prolongement des financements postdoctoraux, parce qu'en fait, l'étape du postdoc, c'est une étape clé pour les STEM, mais pour toutes les disciplines, pour la carrière scientifique en général. C'est les moments qui coïncident avec l'âge d'avoir des enfants souvent, mais c'est un moment de beaucoup de précarité, instabilité, où on est demandé de faire de la mobilité internationale, etc. Et donc, le problème, par exemple, un des problèmes, c'est que si on a un financement d'1 an ou de 2 ans et on tombe enceinte et on doit prendre un congé, pendant ces congés, le financement n'est pas prolongé pour la durée du congé. Et donc, ça, c'est vraiment aussi un frein et un problème. Donc, on va étudier de quelle façon on pourrait résoudre ce problème. Mais ce n'est pas des questions faciles, donc c'est plus des questions à moyen long terme où il faut mettre d'accord beaucoup de personnes, etc. Mais c'est des petits grains qu'on est en train de s'aimer pour justement promouvoir des changements structurels et pas juste au niveau individuel. Voilà. Et du coup, au niveau des écoles primaires, vous mettez des choses en place ou pas encore? Au niveau des écoles primaires, non, pas pour le moment. C'est plutôt, on se focalise au niveau du secondaire. Donc, c'est vraiment le passage entre l'éducation secondaire et l'université, avec par exemple cette journée en janvier. Et on est en train de réfléchir aussi à un programme de formation des professeurs des secondaires. Mais au niveau du primaire, non, c'est clair qu'il faudrait aussi agir. Mais voilà, c'est une question de priorité parce qu'on n'a pas pas toutes les ressources du monde. Mais même avant, au niveau de l'éducation maternelle aussi, il faudrait commencer à agir, mais c'est peut-être le lien, c'est moins direct qu'au niveau du secondaire. Et du coup, vous pensez que l'État devrait allouer plus de ressources pour ce genre d'action? Pardon? Que l'État devrait allouer plus de ressources pour ce genre d'action? Oui, mais je pense que c'est déjà une priorité. Je pense qu'au niveau des pouvoirs publics, on
on est en train de se rendre compte qu'il y a vraiment un problème notamment par rapport au STEM, parce qu'il manque de ressources, enfin, il manque du personnel en général, il manque de personnes pour travailler dans ces domaines, et en partie, c'est dû au manque de femmes aussi. Et c'est un intérêt, je pense, pour moi, c'est plus une question de justice sociale, etc., mais aussi l'argument économique qui est souvent mis en avant. Et pourquoi pas, si ça fait que les choses bougent, on va utiliser l'argument économique aussi, bien sûr. Et bien sûr aussi, ça a un impact sur les femmes en soi, parce que en général, les carrières dans les STEM, c'est des carrières qui sont mieux rémunérées que dans les secteurs sociaux, par exemple. Et donc, ça contribue aussi aux inégalités économiques entre hommes et femmes en général dans la société. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de la conférence. Donc, on peut passer aux questions-réponses. Donc, si quelqu'un a des questions pour nos intervenantes, vous pouvez lever la main et on vous apportera le micro. Du coup, vous m'entendez? Ah oui. En fait, par rapport au... On parlait de quoi? Comment ça s'appelle? Des annonces d'emploi. J'ai pas compris en quoi ça différenciait, en quoi c'était plus ciblé sur les hommes que sur les femmes, parce que logiquement, c'est censé être entre guillemets une fiche technique du métier qu'on va exercer. Donc, je comprends pas en quoi on peut plus orienter ça femme ou pas. En général, quand on écrit une fiche de poste, on ne décrit pas juste les compétences techniques en disant un master en sciences, ou on décrit aussi des soft skills, des compétences comportementales. Et là, on va écrire très résistante au stress et avoir un certain nombre de descriptifs comme ça, où une femme va dire « Oh là là, mais si en plus je dois être résistante au stress, ça veut dire que je vais devoir travailler tard, mais derrière j'ai mes enfants et je dois lui donner un livrable demain. Non, je laisse tomber et je passe à autre chose. » Et c'est un peu avec des composantes comme ça qu'on va cibler une population plutôt qu'une autre, mais on ne s'en rend même pas compte. Et c'est typiquement comme ça que les femmes vont réagir quand elles vont voir ce type de descriptif. C'est moins sur les compétences techniques que sur les compétences comportementales qu'on met. Bref. Vous m'entendez? Oui. Oui. Du coup, mais ça va dans les deux sens. Ça va dans le sens de l'employeur qui doit faire plutôt attention à ces annonces, mais aussi au niveau des femmes, il y a une certaine, je ne sais pas si on peut appeler ça une formation ou quelque chose à rentrer dans la tête en disant que, moi je le vois bien autour de moi, moi je suis aussi en ingénierie et toutes mes copines, en général les filles, on est toujours vachement plus stressées que les gars et on se met beaucoup plus de pression et tout ça. Et du coup, je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là aussi. Enfin, je veux dire, ça va dans les deux sens. Oui, on doit peut-être faire un petit changement au niveau des annonces, mais aussi les femmes, on doit leur apprendre à pas tout prendre, peut-être pas autant à cœur ou quoi que ce soit. Tout à fait. Et en fait, clairement, des tas d'études montrent que quand il y a une promotion ou une offre de poste qui arrive pour prendre une place de manager, les hommes vont se dire, je suis capable, j'y vais. Enfin, je sais pas tout, mais c'est pas grave, je fonce. Aller, et puis on verra bien, j'apprendrai sur le tas. Et les femmes, elles ont un comportement qui est plutôt « Ouh là là, il me manque 10 à 20%. Non, je vais pas y aller parce que j'ai pas tout. » Et il y a un comportement inné ou acquis, des femmes qui ont tendance à se dire « Je vais y aller quand j'aurai 100% des chances et je serai sûre que je pourrai réussir. » Et les mecs qui ont plutôt tendance à y aller en disant oh, « Je fonce, de toute façon, j'apprendrai bien sur le tas. » Et oui, et tout à fait, oui. L'éducation, elle doit se faire dans les deux sens et pour les deux types de personnes. On n'a pas touché un mot et j'aimerais bien aussi rajouter, c'est à force de dire il faut des femmes, à force de dire il faut 50%, à force de, moi je vois quand même autour de moi des femmes qui se disent oui mais si je suis promue alors, c'est parce que je suis une femme, c'est pas parce que je veux le coup alors. Et il y a un petit effet pervers qui se met quand même en place. Mécaniquement, d'abord les hommes qui vont dire voilà, elle est promue parce que c'est une femme, les femmes qui vont dire non mais si je suis promue, on va tous dire que c'est parce que je suis une femme et pas parce que j'en vaux la peine. Et il y a quand même un petit mécanisme pervers et qui arrive quelque part dans les têtes et qui se verbalise aussi, il faut faire quand même attention.
Vous voulez peut-être rajouter quelque chose Non, mais pour moi, tu as dit l'essentiel. D'accord. Ça marche pas, mais merci. Non, derrière. Une question là-bas. Pierre. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'aurais peut-être vous demander un petit conseil. En fait, on sait que Winston Churchill a dit, réussir, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et pour moi qui ai fait des études en informatique ici à l'ULB, je sais qu'une des sciences qui peut former justement à être résistant au stress qu'on vient de dire ici, à accepter l'échec, à être plus productif, c'est l'informatique et c'est la programmation en particulier. Je suis aussi assistant à l'ULB en programmation, je travaille à la Banque nationale. Donc j'ai assez d'expérience pour dire que l'informatique et la programmation peuvent clairement aider, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons. Et c'est pour ça que j'essaye de travailler avec les enfants dès leur plus jeune âge pour leur former en informatique. Par contre, moi, le problème que j'ai, c'est pour ça que je demande un conseil, même si je ne sais pas si c'est le lieu, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler avec surtout des politiques, il y a toujours cette incompréhension. On me dit qu'il faut des génies pour faire, par exemple, les programmes que je propose, alors que je propose des choses assez basiques, assez simples. Donc le conseil que j'aimerais avoir, c'est comment convaincre les personnes qui peuvent débloquer, on va dire, des situations à grande échelle pour pouvoir permettre à certaines initiatives comme la mienne, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, de prendre, de développer ces programmes-là pour justement former la future génération à être solide techniquement et à participer à la vie active, surtout dans le milieu de la technologie. Ce n'est pas une réponse informatique, c'est une réponse, on va dire, de terrain. C'est ton réseau. C'est ton réseau qui va t'aider à avoir les objectifs que tu as maintenant en voulant, en désirant aider les enfants. Voilà, moi, allez, je vais peut-être dire quelque chose qui est un peu bizarre, mais qui as-tu déjà contacté pour proposer tes solutions? On ne va pas citer de nom, mais j'ai eu affaire à des personnes, on va dire, assez bien placées. Ouais. Et j'ai toujours eu ce frein de dire ah non, en fait. Et il y a une fois, j'ai été choqué, on m'a dit, tu as trop de diplômes, non, tu ne peux pas faire ça. C'est parce que je vais, apparemment, c'est trop dur ce que je veux faire montrer. Et en fait, moi, je vais être un peu direct et clair. C'est que surtout au niveau, je vois ça surtout au niveau des femmes, en fait, on crée ce que j'appelle les producteurs de vent. C'est-à-dire qu'on va créer des personnes, enfin on va former des personnes plutôt, on va soutenir des initiatives qui prennent du vent, c'est-à-dire il n'y a rien derrière, c'est juste une idée. Donc on ramène l'entrepreneuriat par exemple, même si c'est quelque chose de très très bon. Mais pour moi, rajouter l'aspect technique pour former les personnes là, et pas seulement à entreprendre, parce que la programmation, c'est quelque chose qui nous apprend à échouer, à se casser la tête, à trouver des solutions. Et du coup, ça forme même à l'entrepreneuriat. On va prôner des choses, des initiatives qui vont aller juste, on va dire, dans ce qu'on appelle l'analyse, et donc créer une idée. C'est bien l'idée, mais l'implémentation, c'est mieux. J'utilise encore un terme technique. Créer une idée ou avoir une idée, c'est bien, mais l'implémenter, c'est mieux. Et j'ai l'impression que, voilà, ce que vous disiez, les réseaux, en fait, on va plus soutenir ce genre d'initiatives qui vont prôner du vent, ils vont prôner cet aspect-là de produire du vent, que les initiatives qui sont un peu plus dans le technique. J'ai un semblant de réponse dans le sens où je dis, on ne me comprend pas, et donc c'est sûrement à cause de ça. Donc moi, de votre expérience, j'aimerais savoir s'il y a des mécanismes ou des idées pour faire comprendre justement à ces personnes-là qu'en fait, non, c'est très important. Parce que le réseau, enfin, ouais, peut-être que j'ai pas un réseau assez solide, je sais pas. Excusez-moi, mais je ne sais pas en quoi ça a à voir avec les biais de genre, avec le lien avec la conférence. Mais c'est justement, c'est former. Il veut former, on va dire, des personnes, des femmes dont aussi. Surtout, on a des programmes spéciaux pour les femmes, justement, et je voulais juste avoir un conseil de comment
quelle est, on va dire, la clé ou l'idée pour que ces programmes-là passent et soient soutenus? C'est juste ça ma question en général. J'ai peut-être un peu été à droite à gauche, mais... Oui, allez-y. Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais je pense que l'un des problèmes parfois, c'est aussi qu'on ne voit pas le lien. Donc, que souvent, les STEM, au moins, ça a été mon cas pendant mon éducation primaire et secondaire, je ne voyais pas le lien entre... C'était un peu trop abstrait, je ne voyais pas le lien avec ce qui m'intéressait. Donc, peut-être si vous mettez l'accent sur l'application de ce que vous proposez, par exemple, faire un lien avec, je ne sais pas, l'impact sociétal ou l'impact dans un projet concret, etc., ça pourrait peut-être convaincre les personnes à suivre ce type de formation. Je pense que c'est en général une bonne piste à explorer pour les STEM en général, parce qu'il n'y a pas seulement moins de filles qui font des études STEM, il y a aussi de moins en moins de garçons, en fait. Et peut-être il faut connecter un peu plus avec les intérêts des jeunes, des intérêts par rapport à la réalité sociale, à l'environnement, montrer vraiment, et aussi faire peut-être des programmes un peu plus interdisciplinaires, parce qu'en fait, la science et les techniques ne sont pas isolées du monde et de la société. Elles servent à quelque chose, et elles sont là. Enfin, il y a aussi l'intérêt pur et le plaisir juste de... Voilà, par exemple, de faire des mathématiques, ça je comprends bien aussi, mais souvent je pense que ce qui manque, c'est aussi un peu ces côtés appliqués, peut-être. Mais voilà, je sais pas. Merci beaucoup. Peut-être une dernière réflexion quand j'entends, moi je suis surprise, mais dans le mauvais sens en fait. Je suis inquiète quand j'entends ça, parce que finalement, moi, enfin, Capgemini, vous employez des informaticiens. Moi, je travaille chez NG Impact. On cherche des data scientists. On fait de la modélisation, on fait de l'intelligence artificielle. C'est l'avenir. On travaille avec les opérateurs de réseau. Les smart meters arrivent, les smart meters vont donner des datas. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces datas? Il faut des gens qui soient capables de processer tout ça. C'est notre monde, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de demain. Entendre que ce soit fille ou garçon, que les gens résoudre un simple petit problème informatique, ça demande des génies. Voilà, je suis vraiment inquiète. Là, et je pense que dans les discours à apporter, c'est pas juste dire on veut former des gens qui savent résoudre, mais peut-être le lien exactement comme ce que disait Sarah avec les problématiques de la société d'aujourd'hui, parce que quand on aura tous des données de nos smart meters pour notre consommation électrique, il va falloir des gens qui savent les processer, et les gens qui... On veut aller dans la décarbonisation, et on pourra pas se décarboner s'il n'y a pas un minimum de gens qui savent analyser tout ça et ressortir après avec des actions concrètes, des actions de la vraie vie. Décarboner, c'est pas ni le but de l'esprit. Ah. On mange pas. Vous m'entendez? Ok. Pour revenir un peu sur le sujet des biais de genre, vous avez dit, Sarah Aguirre, que vous voulez faire des initiatives pour les élèves de secondaire de 12 à 15 ans. Mais est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant de, à un moment donné, même faire des choses pour des enfants qui ont moins de 12 ans, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant et quoi, par exemple? Donc, cette action que nous allons mettre en place en janvier s'adresse effectivement aux filles de 12 à 15 ans. C'est une première action, c'est aussi une action pilote, donc on va voir comment ça marche. Mais par rapport aux étapes précédentes, donc aux âges, aux plus jeunes, je pense que la stratégie doit être plus structurelle que de faire juste une journée. Enfin, une journée, c'est super. Je pense que c'est pour les filles qui participeront, ça va être génial. Mais au fond des comptes, ça va être 150 filles. Enfin, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps. Covid oblige aussi. Et donc, je pense qu'il faut vraiment agir en concertation avec les acteurs et actrices de l'enseignement primaire et secondaire. Mais ça, c'est quelque chose qui va au-delà de l'ULB. Donc, on peut participer en tant que
acteurs pour donner des idées, pour établir des collaborations, mais finalement, c'est beaucoup plus complexe en fait, de peut-être repenser à l'enseignement, à la formation des enseignants, mais travailler aussi avec les familles qui ont aussi un rôle très important dans la transmission de ce que les jeunes peuvent ou ne peuvent pas faire. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose qu'il faudrait faire, mais qui échappe un peu à l'ULB malheureusement. Donc je pense qu'il faudrait dans l'avenir étudier, voir comment on peut établir des collaborations avec ces acteurs pour agir à ce niveau-là. Et je pense que déjà le projet Caliper est un bon commencement parce qu'on a établi un Research and Innovation Hub, donc c'est un réseau où on a impliqué des acteurs et actrices en dehors du monde académique, donc l'industrie, mais aussi, par exemple, il y a la ville de Bruxelles, il y a Equal Brussels, il y a le ministère pour l'éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, je pense que petit à petit, il faut commencer à mettre en place un mouvement de réflexion qui est déjà initié, hein, parce qu'on n'est pas le seul à se pencher sur ces questions, mais de travailler en coordination avec tous ces acteurs et actrices. Oui, merci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait... Les actions ponctuelles sont très bien et je pense qu'elles sont utiles et nécessaires, mais il faudrait aussi penser plus à long terme et donc des changements structurels avec beaucoup plus d'acteurs, etc. Donc, bien sûr, c'est plus complexe, ça prend plus de temps. Ça peut aller de très petit. Hein. Le but, c'est d'avoir des acteurs de demain. C'est un peu... Et en fait, ça peut être très simple. Je suis active sur LinkedIn et une fois, j'ai vu en fait quelqu'un si je me trompe pas, aussi d'une boîte de consulting qui, à l'aide d'une illustratrice, a créé un livre en fait pour les petits enfants avec comme exemple une femme qui, si je me trompe pas, c'est un livre ou avec un titre semblable à dire la femme avec le costume bleu. Et en fait, déjà que les petits enfants peuvent déjà lire un livre au sujet d'une femme qui travaille dans une entreprise, ça peut être, on va dire, dans le domaine de consulting, mais également aussi dans le STEM. Ça peut être déjà aussi inspirer les petites filles, en fait, sans attendre qu'ils ont 12 ans. J'ai deux questions. La première, c'est concernant le recrutement et donc les annonces. Vous avez déjà parlé sur les choses pas mettre dans les annonces. Et je pense, si je regarde ce que nous on fait dans le recrutement, qu'on est assez sensibilisé, qu'on ne met pas des choses comme « you're hard, you're a go-getter », résistant au stress. Je pense qu'on a déjà filtré ça. Mais est-ce que vous avez des conseils sur les choses qu'on peut mettre dans l'annonce pour attirer des femmes à postuler? Et pour ceux qui regardent l'annonce et qui disent, comme tu le dis, j'ai peut-être 4 de les 5 critères, mais pas le 5e, mais je vais quand même tenter ou je vais quand même oser de postuler. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on peut mettre dedans pour leur donner un petit push de dire « Ok, je vais me lancer dedans ». Et la deuxième question, c'est plutôt sur la partie onboarding. Est-ce qu'il y a des conseils, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans un environnement qui est pour nous purement objectif, très masculin, parce qu'il y a beaucoup plus des hommes que des femmes? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on peut mettre en place dans la partie onboarding pour créer déjà un environnement et un accueil qui à ce moment-là est très accueillante, welcoming? Donc ça, c'est les deux questions qu'on a. Question que je voudrais vous poser, quelle est votre fonction spécifique? Nous, on travaille dans le recrutement. Et pour l'ULB ou pour... Non, une entreprise privée, c'est qu'on on fait ascenseur, escalateur et porte automatique. D'accord. Oui, mais c'est bon à savoir. Voilà, beaucoup des hommes pour l'instant et on essaye de changer un peu, on essaye d'attirer plus de femmes. Mais ce que nous, dans le recrutement, on en constate, c'est que on a travaillé beaucoup à un certain moment sur la process de recrutement. Est-ce que c'est objectif? Est-ce qu'on fait vraiment un filtre sur les compétences? Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a très, très peu de femmes qui postulent sur les postes. Donc, on a déjà un problème pour les attirer. Et comme tu as bien décrit, je pense qu'il y a déjà une certaine barrière pour postuler. Et c'est surtout ça qu'on essaye maintenant de... Je vais essayer de répondre. Après, si tu veux, on peut parler après à la conférence, il n'y a pas de souci. Je pense que le premier problème, c'est de savoir d'où est-ce... 1, 2, 3. La description, elle est visible où, premièrement?
est-ce qu'elle est visible à des, on va dire, à des groupes où tu recherches ou non? Parce que quelquefois, c'est pas le cas, parce que quelquefois, il y a des entreprises qui pensent, ben, on l'a mis sur LinkedIn, on l'a mis là, c'est bon. Non, quelquefois, il y a des domaines, et aussi, comme on dit, chez nous, on veut dire, c'est le bouche à oreille qui fait beaucoup de choses. Après, au niveau des textes en eux-mêmes, c'est une réponse vraiment personnelle. Quelquefois, je trouve que les posts, on va dire, les descriptions sont trop longs. Et c'est vraiment, on parle trop de la fonction. Et moi, avec un peu ma vue personnelle là-dessus, c'est que quelquefois, on est sûr que même si on va commencer dans cette entreprise, ça ne va pas être à 100% ce qu'on va faire. Il y aura toujours des changements. Et pour moi, ce qui est plus important, c'est de connaître les valeurs de l'entreprise. Pour savoir pourquoi j'irai chez eux. Par exemple, si j'ai même poste chez un autre compétiteur, pourquoi j'irai chez eux? Et quelquefois, il faut être clair, il y a des gens qui vont dans une autre entreprise parce qu'ils gagnent plus d'argent. Mais il y a d'autres entreprises ou des femmes qui se disent, bah, c'est plutôt pour d'autres choses, tu vois, pour on va dire la collégialité quelquefois, mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut prendre en compte. On peut aller très en détail, mais quelquefois, c'est des choses qu'on doit mettre plus en lumière. Moi, j'ai parlé de Capgemini. Nous, on a essayé au niveau du recrutement de mettre plus en valeur qu'on est quand même une entreprise. Et je reviens peut-être à la question précédente, que c'est pas que du vent qu'on fait qu'on fait attention à la diversité du genre. Et pour nous, c'était important aussi de mettre sur nos postes vacants, mais voilà, on a eu quand même quelques freins là-dessus. Je trouvais ça dommage, mais bon, c'est le cas. Mais voilà, c'est des choses comme ça qu'on s'est dit, c'est important de mettre, de souligner. Et ce que tu avais dit aussi, par exemple, être un exemple quand tu avais parlé, en fait, c'est que tu veux être résilient en stress, mais quelquefois, aussi sur ta question, rebondir, quand on met, par exemple, il y a des termes qui sont plus féminins que d'autres. Par exemple, créatif, on dit que c'est un terme qui est plus féminin que masculin et que c'est quelquefois ces termes-là qui peuvent attirer les femmes. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas créatifs, hein, loin de là, mais qui peuvent attirer les femmes à postuler, on va dire ça comme ça. Aussi, ce qui est important, et je pense que c'est aussi général, c'est quelquefois le temps qui est, on va dire, le temps de recrutement. On est dans une ère du temps qui va très vite, mais quelquefois, le laps de temps, quand tu postules et quand tu as une réponse, ou même déjà ton premier rendez-vous, ça prend quelquefois trop de temps. Ça, je pense que vous connaissez très bien. Après, du onboarding, moi, personnellement, du onboarding, ce que je trouve important, c'est d'avoir quelqu'un où on peut dire tout ce qu'on veut à cette personne et qu'en fait, il n'y a pas de filtre. Parce qu'on commence dans une nouvelle entreprise, on a des questions qu'on se dit, personnellement, peut-être plus en tant que femme, on se dit, ben, on va pas poser cette question, elle est trop bête. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et d'avoir en fait quelqu'un qu'on sait, ça peut être une collègue directe ou même pas directe, qu'on sait qu'elle va pas nous juger si on va poser des questions peut-être un peu plus indiscrètes ou qui sont un peu, on va dire, plus bêtes, parce que voilà, on a en fait cette personne en face de nous qui, comme on a quelquefois le matin, quand on est en face du miroir, on se pose une question, voilà, qu'on a en fait aussi cette personne-là au niveau de la personne, de l'entreprise. Ça, je sais pas si tu as quoi rajouter. J'ai dit des bêtises. T'as pas dit de bêtises du tout. Et je dirais même, je vais rebondir sur ce que tu disais au niveau des valeurs. L'exercice qu'on a fait les raisons pour lesquelles les jeunes filles pouvaient quitter, parfois c'était qu'elles ne se retrouvaient pas dans les valeurs de l'entreprise. Et mettre l'accent sur le sens du travail, pourquoi on est là. Moi, je me rends compte que je me retrouve dans une équipe qui travaille pour les banques de développement, les bailleurs de fonds. Donc, c'est des projets qui sont financés par la Banque mondiale, mais pour développer les pays des pays en voie de développement. C'est des plans stratégiques sur l'électrification rurale. C'est très stimulant. Ça nous permet de voyager, d'aller dans des pays en Afrique. Pour certaines personnes, c'est vraiment voyager, être payé par le travail pour voyager, aller dans les pays d'Afrique, rencontrer des personnes, ça peut être un vecteur. Pour d'autres personnes, ça peut être se dire, oui, mais je fais quoi moi? J'aide la Banque mondiale à financer, c'est le Fonds monétaire international, mais c'est contre mes valeurs. Et il y a un moment, il faut vraiment savoir
pourquoi on veut recruter des femmes, quelles sont les valeurs que l'on veut mettre en amont pour s'assurer que les personnes qui vont venir vont se retrouver dans les projets de l'entreprise et rester. Parce que s'il y a une inadéquation à la base, les personnes, elles partiront. Et puis peut-être qu'au niveau de leur branding, au niveau des femmes ou des jeunes, mais c'est aussi tout ce qui est autour du travail en soi, c'est peut-être repérer qu'il y a possibilité d'avoir des crèches qui ne sont pas très très loin et donc c'est facile de gérer. Le côté où il y a des salles de repos spécifiques quand les femmes ont besoin d'allaiter ou sont enceintes, ont besoin de repos, mettre en place vraiment la salle de gym. Parfois, c'est drôlement chouette quand on a une journée de travail et qu'on doit être au travail toute la journée et qu'on n'a plus le temps de faire du sport, mais si on peut prendre la demi-heure à midi, l'heure à midi, ou de toute façon on n'est pas avec ses enfants, pour aller faire du sport et pour pouvoir avoir une douche. Enfin, la possibilité d'avoir faire ses courses ou des services de conciergerie pour déposer son linge et le récupérer. Enfin, toutes les petites choses qui facilitent la vie, ça vaut le coup au niveau de l'onboarding de le mentionner parce que c'est vraiment l'idée. C'est en plus d'avoir quelqu'un qui travaille pour vous, vous facilitez la vie. C'est assez attractif. Oui, donc c'est juste pour ajouter, parce que justement on est en train d'élaborer ce toolkit aussi avec les bonnes pratiques, donc plus ou moins je pense que on a inclus tout ce que vous avez mentionné, mais il y a aussi l'ULB dans toutes les offres d'emploi ajoute une phrase par rapport à l'égalité des chances. Et donc ça, je pense que c'est pas mal parce que c'est une façon de dire voilà, nous on va pas discriminer. Après, j'ai vu aussi des expériences d'autres universités que, par exemple, pour attirer plus de femmes candidates à un poste de doctorat, on écrit directement, on encourage fortement les candidatures de femmes. Et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné, c'est l'expérience de l'Université de Vienne, je pense. Mais c'est une action positive et donc il faut se renseigner par rapport au cadre juridique, etc. parce que ça doit être vraiment justifié. C'est pas un quota, c'est une action positive. Mais voilà, d'un côté ça marche, d'un autre côté il faut faire attention au cadre juridique. Je vais peut-être souligner aussi, c'est important aussi, on parlait de valeur de l'entreprise, c'est aussi important de souligner peut-être aussi qu'on est ouvert à de nouvelles idées aussi. On est ouvert au changement parce que quelquefois on peut se retrouver dans une entreprise et qu'on a l'impression, ok, je fais mon boulot, mais je peux pas partager mon expérience ou partager des nouvelles idées parce que en fait mon manager n'est pas ouvert à ça ou mon collègue non plus. Et c'est quelquefois aussi, allez, c'est mon ressenti. Pour moi, c'est une notion très importante aussi, c'est d'être apprécié aussi quelquefois pour on va dire mon aspect critique. Parce qu'en tant que jeune et que femme, quelquefois on n'ose pas donner son avis. Et de savoir que dans une entreprise, on peut le faire, c'est déjà un plus. Plus l'évolution de carrière. Oui, l'évolution de carrière aussi. Du coup, je pense qu'on a peut-être le temps pour une dernière question. Si quelqu'un en a. En fait, juste, je comprends pas très bien parce qu'en fait, par exemple, ici, vous avez dit tout à l'heure que, si on y allait encore à notre rythme, on y était encore pour 100 ans. Du coup, au sein de l'ULB, qui est quand même une université, normalement, c'est censé former les futurs cerveaux de la société. En fait, je trouve que c'est hyper lent, sur des sujets comme ça, ou même sur l'écologie ou n'importe quoi. Je trouve ça hyper lent et je trouve que des initiatives comme ça étudiantes, c'est elles qui vraiment essayent de faire changer les choses au sein de l'université, tout ça. Je comprends pas, en fait, peut-être que je m'adresse plus à vous dans ce cadre-là. Comment ça se fait que c'est déjà pas les profs qui devraient être conscients de ça? Enfin, je veux dire, en Polytech, des profs femmes, à part en mathématiques, il y en a très peu. Des assistants en labo de chimie, en labo de je sais pas, sciences des matériaux, technologie, il y a pas de femmes en fait. Et en fait, je comprends pas comment ça se fait que ce sont ces personnes-là qui sont plus ou moins responsables des futurs employés ou des futurs cadres dans ces sociétés-là et que il y a une certaine forme de fainéantisme dans
chez ces personnes-là, sans vouloir être méchante. Hein. Mais c'est ce que je remarque et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'en tout cas à l'ULB, c'est un peu lent, quoi. Et je comprends pas pourquoi. Enfin, ça devrait être le pôle. Enfin, je sais pas si c'est juste une idée de la société et que c'est un peu la mentalité belge qui est comme ça. J'en sais rien. Je sais pas si vous pouvez m'apporter une réponse parce que je trouve ça hyper. Donc, tu trouves qu'il y a un peu de fainéantisme du côté des profs? Pas du fainéantisme, mais bon, quand même. Ça va, ouais, ça va. Par rapport aux chiffres Par rapport aux chiffres, même, enfin, vous l'avez dit, on est une société aujourd'hui dans laquelle tout va vite, mais une fois qu'il faut un peu. Oui, mais pas l'égalité de genre, ça va pas vite. Non, mais un peu bouger de son confort habituel, c'est un peu compliqué, quoi. J'imagine, enfin, je sais pas si j'ai une réponse, j'aurais tendance à dire que d'un côté, c'est une institution, donc toutes les institutions sont complexes en soi, et donc la prise de décision est partagée, il n'y a pas un seul point de vue. Voilà, je pense que d'un côté, c'est la nature des institutions qui change lentement. Parce que justement, il faut mettre d'accord beaucoup de personnes, et ça, c'est pas facile. Surtout si c'est des hommes à la tête de ces institutions. Surtout si c'est des hommes à la tête de ces institutions. Non, je pense que c'est les hommes et les femmes qui... Enfin, je saurais pas dire si dans les facultés où il y a plus d'hommes, les changements est plus lent que dans les facultés où il y a plus de femmes. Je serais pas capable d'affirmer ça. Et donc voilà, c'est une institution et donc les changements est par nature et par définition très lents. Et surtout parce que je pense qu'on est tous et toutes d'accord avec l'égalité des genres, mais c'est le problème au moins de façon ouverte, mais c'est plus dans les subtilités, dans la concrétisation de cette valeur. Mais c'est la même chose pour toutes les valeurs. On aime tous la liberté, mais quand on doit mettre en place des mesures concrètes, on a des discussions par rapport à ce que c'est et comment on le fait. Et il faut aussi comprendre que les questions d'inégalité des genres sont complexes aussi en soi, parce qu'il y a beaucoup de normes qui interagissent les unes avec les autres, et donc que parfois, pour résoudre une situation et mettre en place un peu d'équilibre, on va renforcer peut-être un autre type de discrimination. Donc voilà, en général, c'est complexe. Après, je pense, parce qu'en ayant avec le hub qu'on a créé, on a aussi échangé avec des personnes justement du monde professionnel. Et le secteur privé et l'université sont deux secteurs très, très différents. Et le fonctionnement de l'université aussi. Donc, par exemple, ici, on ne va pas prendre des décisions top-down. Il faut passer par un consensus, les présenter à plusieurs organes, des instances, etc., etc. Et donc, et je pense que c'est positif parce que c'est une prise de décision collective et participative. Ça fait partie du débat, ça fait parler, ça fait réfléchir, mais en même temps, c'est plus lent. Voilà, donc je ne sais pas si c'est la seule raison, c'est la raison à laquelle je pense, mais en même temps, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un intérêt pour que les choses bougent. Et c'est juste que parfois, ça ne dépend pas de 2 ou 3 acteurs, mais vraiment d'un mouvement collectif. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on a commencé à donner ses pas vers ces changements, à vraiment bouger. Mais parfois, effectivement, ça ne va pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait. Et justement, je pense que le rôle des étudiants et des étudiantes est fondamental parce que c'est un levier pour mettre de la pression aux institutions, à l'institution ici, dans ces cas-ci, pour nous faire réagir d'une façon plus efficace peut-être. Donc c'est très bien et je pense que le travail de Women Tech est génial et en fait complémentaire au projet Caliper qui pose des questions à d'autres niveaux. Je pense que le projet Caliper travaille moins dans les pratiques quotidiennes, par exemple, etc. C'est plus au niveau institutionnel qu'on cible les mesures. Donc, voilà. Merci beaucoup. Il y a une dernière question, peut-être? Non? Bon, encore les 2 dernières questions, puis
c'est fini. Là-bas derrière. Oui, oula. On m'entend? Oui. Ouais. Ma question, en fait, c'était parce que vous avez parlé de plusieurs initiatives pour encourager la diversité dans le milieu professionnel, etc. Et en fait, ma question, c'était de savoir, est-ce que il y a des exemples de bons élèves, entre guillemets, je vais dire, d'entreprises qui ont mis ces choses en place et on a pu déjà mesurer, on va dire, une différence entre avant et après la mise en place de ce genre de choses. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des entreprises, par exemple, où il y a des choses comme ça, enfin, pas des grosses entreprises, mais où on a pu voir des changements par rapport à une évolution de leur manière de recruter ou d'autres choses comme ça. Est-ce qu'il y a des exemples proches de nous, on va dire, où ça aussi, ça a pu marcher? Nous, notre objectif, c'est parité en 2030. Donc, rendez-vous en 2030. J'ai pas vraiment d'idées en tête, mais proches en fait autour de nous. Juste à part peut-être ce qu'on nous martèle un tout petit peu, et on n'en a pas parlé tout à fait jusqu'à présent, c'est que la diversité aide à la créativité, parce que tout d'un coup, on n'a plus un monosystème avec un monocerveau et tout le monde pense de la même manière. Et c'est un peu le discours, une des raisons pour laquelle on promeut la diversité dans les entreprises privées, c'est pour dire, dans le monde qui change aujourd'hui, en pensant de la même façon dont on a tous pensé, avec un cerveau plutôt masculin, on va pas produire des nouvelles idées et on va pas arriver à produire le nouveau monde dont on a besoin aujourd'hui. Donc il faut la diversité. Et les études américaines, les gros cabinets comme McKinsey en ont fait. Quand on arrive avec plus de diversité, la créativité est développée, et plus de créativité, ça veut dire survie de l'entreprise, ça veut aussi dire un meilleur chiffre d'affaires. Et là, on arrive sur des critères qui sont très, très secteur privé, mais ça, c'est prouvé. Mais pas avec des exemples proches de chez nous, mais par des études. Ouais. Je pense que c'est aussi important à souligner que la diversité, on n'a même pas uniquement la diversité du genre, c'est quelquefois difficile à ressentir, on va dire, à voir aussi. Il y a des domaines de la diversité, on ne ressent pas, et c'est pas quantifiable non plus. Et quelquefois, c'est ça aussi qui fait en fait la difficulté pour les entreprises à créer, on va dire, des stratégies au niveau de la diversité. C'est plus facile de savoir si tu es un homme ou une femme, mais pour, on va dire, les orientations sexuelles, je ne le vois pas sur votre tête, si vous êtes pour les femmes, pour les hommes, on va dire, voilà. Et c'est ça aussi qui porte la difficulté. Moi, en fait, au niveau de ma propre entreprise, mon département, je vois du changement. Ça, je suis catégorique là-dessus, c'est vrai. Mais je pense que, comme je t'ai dit, la diversité, c'est très difficile. Par exemple, la diversité, pour moi, c'est par exemple aussi au niveau de notre entreprise, on a aussi les régions. Et quelquefois, j'ai l'impression, mais ça, c'est mon impression peut être aussi fautive, mais quelquefois, j'ai l'impression qu'on prend peut-être plus de personnes au niveau qui sont flamands que wallons. Et ça aussi, c'est une diversité, on va dire, qui n'est pas toujours, on va dire, prise en compte. Une diversité aussi, c'est, quand je regarde plus loin, nous, on essaie de faire de mettre ça aussi, par exemple, ce qu'on fait, on fait un survey. C'est poser des questions au niveau, on envoie tous les mois un questionnaire, on va dire, à nos employés, où ils ont l'opportunité d'y répondre. C'est pas une obligation. Et quelquefois, c'est des questionnaires spécifiquement diversité. Est-ce que tu trouves qu'on est diversifié assez, etc., etc. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine, parce qu'en fait, c'est pas toujours vu comme une priorité. Il faut être clair là-dessus. Et il faut faire que c'est une priorité. Et chez nous, en fait, ce qu'on a fait aussi, c'est de les mettre dans les KPI du management. Parce qu'après, ils le ressentent dans leurs chiffres. Si leur KPI au niveau de la diversité n'est pas bon, ils vont voir une évaluation un peu moins bonne. Et c'est comme ça, en fait, parce qu'on parle aussi quelquefois des quotas. Est-ce que les quotas, ils sont bons, oui ou non? Mais tu vois, quelquefois, il y a des règles à faire qui, on va dire, ne plaisent pas à tout le monde, mais qui agissent. Et revenir à ta question aussi,
Le problème, en fait, et ça, c'est un problème, en fait, je pense, de l'humanité, c'est on a peur du changement. Et voilà, et on a peur de la transformation. Par exemple aussi, maintenant, on voit aussi très bien, il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas encore dans l'ère digitale. Et ils le savent en fait très bien que c'est un problème, ce sera un frein, c'est déjà un frein, mais ça sera aussi un frein dans le futur. Mais ils ne mettent quelque part pas les moyens assez pour être, on va dire, être prêt pour le futur. Et c'est un peu la même chose, on peut le comparer avec l'écologie et la diversité des genres. C'est quelquefois, on sait qu'on doit le faire, mais voilà, on n'est pas prêt parce qu'on n'ose pas. On veut se protéger parce qu'on veut peut-être faire du protection, on va dire, de notre propre travail. Et quelquefois, voilà, c'est des difficultés. Tu m'as fait penser à autre chose, du coup, je rebondis aussi. En fait, ne peut être changé que ce qui est déjà quantifié, mesuré. Et dans l'étude européenne qu'on a fait, certaines données, elles n'ont même pas 2 ans d'âge. Et quand on demande nous, on a fait des questionnaires au niveau des ministères. Quand on commence à demander, dans votre ministère, combien vous avez de femmes, quelle est leur ethnie, c'était les questions qu'on posait aussi, quelle est leur composition familiale, c'est des données personnelles. Et là, on touche à un certain, enfin, au cœur de la personne, d'individualité. Ça veut dire que pour pouvoir agir à ces niveaux-là, sur ces leviers-là, on agit un petit peu sur ce qui fait l'individualité et la personnalité. Et c'est pas encore des leviers qui sont très acceptables au niveau de l'entreprise en disant, je vais pas commencer à raconter quelle est mon orientation, quelle est ma composition familiale, j'ai pas forcément envie de dire, mon ethnie, et d'où je viens, où je suis née, c'est déjà, mais c'est pas forcément au vu au-dessus de tout le monde. Et donc, il y a certaines données comme ça qui sont pas récoltées, et donc c'est difficile d'agir sur un levier sur lequel on ne connaît pas l'état d'origine. Je vais encore souligner quelque chose au niveau des stratégies de la diversité. En fait, moi, j'ai toujours peur que si on va trop loin, c'est peut-être pas le bon mot, mais si on va trop loin, qu'on va mettre des gens de plus en plus dans des cases. Et il ne faut pas que, par exemple, et c'est vraiment un stéréotype, il ne faut pas que l'homme blanc de 50 ans se sente mal et se dise « je ne compte plus ». Non, mais on compte tous. Et si on met, voilà, quelquefois les gens en case, ils vont se dire, ouais, mais je compte plus, en fait. Mais c'est pas le but non plus. On veut que tout le monde compte. Et pas que d'autres comptent plus que d'autres. Voilà. Juste une dernière question, puis on peut clôturer. J'ai l'habitude de parler sur la Vous m'entendez? Oui. Pour commencer, je voulais vous remercier pour vos témoignages. C'était très intéressant pour moi. Je viens de la Flandre et j'ai pas tout pu suivre, mais c'était super intéressant. Et aussi, je voulais juste mentionner que je suis très heureuse d'être belge parce qu'en fait, je trouve qu'ici en Belgique, quand on regarde sur l'échelle mondiale, on est quand même super bien avancé dans ces thèmes. Donc, je suis déjà très heureuse pour voir dans ce qu'on a tout fait. Mais aussi, plus spécifiquement, ici à l'ULB, j'étais très impressionnée au fait de voir, je viens d'arriver à l'ULB, donc ULB, et je suis très impressionnée par toutes ces actions qu'il y a déjà chez vous. Donc, je trouve ça magnifique. Et oui, donc j'avais pour ma question, en fait. Au fait, on est en train de regarder pour faire une formation continue, pour faire le lien entre les personnes qui ont fini un master dans un thème qui n'est pas IT et qui voulaient faire un Women in IT plus tard. Et donc, pour faire un postgraduat là-dedans, quels sont les thèmes que vous pensez qu'il faudrait aborder là-dedans? Les thèmes ou les topics ou les soft skills Je ne vous connais pas, mais j'ai reçu la question par Agoria pour être dans le groupe marketing. Exact. Et alors, je n'étais pas prête à répondre à la question déjà, mais non, c'était normalement sous peu, je pense. Oui, c'est peut-être avec vous, je ne sais pas. Oui. Voilà. Alors, on va se revoir, c'est déjà bien.
Pour moi, parce que j'avais vu, il y avait cybersécurité, mentoring, parce que peut-être déjà dire ce qu'il y a dedans, peut-être, pour après... Mais ça, c'est plus technique, mais je pense vraiment, pour synthétiser en soft skills, c'est quoi le soft skill qu'il faudrait avoir pour devenir women in IT, sans tomber vraiment dans les préjudices que les femmes sont comme ça et les hommes sont comme ça. Mais c'est quoi les soft skills qu'une personne qui vient, par exemple, de la psychologie et pour entrer dans un environnement IT où il n'y a que 3%, il y a 3% qui sont des hommes en ICT en Belgique. C'est quoi les soft skills qui sont les plus essentiels pour arriver à fonctionner dans un environnement ICT? Je ne vais pas te répondre avec un soft skill spécifique. Je vais te dire simplement avoir la niaque de rester la personne que tu es. Et je pense, parce que ça a lien avec plusieurs soft skills, mais pour moi, c'était très important dans l'IT, on a, comme un homme aussi, on a toujours des challenges dans chaque domaine, dans chaque boulot. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir, par l'aide de mes soft skills, on va dire, quelquefois, je dois être critique, quelquefois, je me laisse pas faire, mais c'est parce que pour moi, c'est important d'être moi-même. Parce que si je ne suis pas, je ne vais pas rester dans le secteur IT que comme dans un autre domaine. Et je pense que dans le domaine de l'IT, c'est ça qui est vraiment important, c'est d'avoir cette opportunité d'être soi-même. Et il faut avoir, on va dire, le guts, le ballen, comme on dit, pour rester soi-même. Et c'est peut-être avoir, on va dire, aider, par exemple, à donner ton avis, speak out, comme on dit en anglais. C'est d'avoir, en fait, ces soft skills-là, c'est de donner, par exemple, comment est-ce que tu peux donner ton avis sans peut-être offusquer d'autres personnes. Et c'est vraiment pour... Allez, ça, c'est un peu ce que moi, je pourrais donner en tant que tips and tricks, mais je vais encore en réfléchir parce qu'on aura l'opportunité après d'en parler, mais c'est un peu ce que je voulais dire maintenant. Okay, merci. Non, je ne peux pas ajouter. Sur l'IT en particulier, je n'aurais pas de soft skills vraiment à mettre l'assertivité, enfin tout ça, on en parle, mais pas d'idée. Okay. Merci. Eh bien, je pense qu'on peut conclure là. Donc, je tiens à tous et toutes vous remercier d'être venus et n'hésitez pas à suivre les autres activités de Women Tech sur tous les réseaux sociaux. Et un tout grand merci à nos 3 intervenantes qu'on peut applaudir. Merci,